Hello, 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 salut à tous, bienvenue sur Clamaria TV. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet suivant, le harcèlement au travail. Le harcèlement au travail. Alors, tout de suite, on va commencer ainsi. N'hésitez pas à nous dire si vous avez connu cette situation d'harcèlement au travail, si vous avez vu des situations, des collègues confrontés à ce type de situation, le harcèlement. Si vous avez été témoin ou vous avez vécu des cas d'harcèlement au travail, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Je vous invite également à nous dire en commentaire si les thématiques autour du travail vous intéressent. Vous pouvez nous laisser un message et nous dire que voilà, les sujets autour de ce type de thématique vous intéressent et on prendra le temps de voir comment on pourra organiser ce type d'événement de live autour de ce sujet. Je vous invite également à nous dire en commentaire que vous êtes présents, à nous faire un coucou et n'hésitez surtout pas à poser vos questions à nos différents invités. On va commencer. Je vais demander à Cindy Chéri de nous rejoindre. Salut Cindy. Bonjour Clara, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien, je suis ravie d'être là, comme vous le savez, ça n'a pas été simple, mais voilà. Contente. Très bien. En tout cas, moi, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Vous pouvez rapidement vous présenter, Cindy Chéri? Oui, alors j'ai un cabinet qui propose de l'accompagnement en termes de coaching, consulting, formation événementielle professionnelle. À côté de ça, j'ai d'autres activités puisque je suis autrice de mon premier livre, La santé intégrative, 14 solutions alternatives pour prévenir le stress et la dépression, conférencière sur tous les sujets qui me passionnent, chroniqueuse média, télé, presse, radio, Internet. Et c'est vrai que par rapport au sujet, et je remercie encore de cette invitation qui répond effectivement à mes préoccupations en termes de mission première. Voilà, donc des interventions autour du coaching en développement personnel, évolution professionnelle, gestion des émotions, ça va être professionnel. Des formations autour du management, du leadership, de la prise de parole, de la gestion des ressources, c'est important. Et puis du consulting, surtout en management des organisations, axé sur le bien-être et la qualité de vie au travail en télétravail. D'accord, très bien. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui sur cette thématique. Je vais demander à Laïsa Marie de nous rejoindre. Salut Laïsa. Bonjour Clara, bonjour Cindy. Bonjour Laïsa. Ravie de te retrouver. Oui, ravie du coup d'être là avec vous pour parler de ce, je disais quand j'ai reçu l'invitation de Clara, ce gros sujet. Donc moi, je suis dans les ressources humaines depuis 12 ans, où j'étais salariée, dont 10 ans dans le secteur du conseil en entreprise. Et j'ai lancé ma société de conseil, Laïsa Marie Consulting, en novembre 2020, en parallèle de mon statut de salarié, et à temps plein depuis fin septembre 2021. Donc aujourd'hui, on va dire que j'ai deux cibles. On va dire que j'ai une cible plutôt avec les particuliers que j'accompagne dans tout ce qui est insertion professionnelle, donc sur du coaching, CV, l'aide aux motivations, stratégie de recherche, utilisation de LinkedIn pour décrocher une opportunité professionnelle, changement de carrière, etc. J'ai lancé depuis décembre 2021 mes masterclass retour au pays parce que j'accompagne en effet tous les ultramarins qui souhaitent revenir au pays pour pouvoir apporter leur savoir du coup à tous nos territoires. Et au niveau, on va dire, des entreprises, du coup, je les accompagne dans toute leur stratégie RH, leur stratégie de recrutement et on va dire de communication aussi grâce à LinkedIn, les TPE, PME, mais aussi, on va dire, les moyennes et plus grandes entreprises. Voilà. Super. Là, j'ai hâte qu'on commence à parler de harcèlement au travail, même si c'est un sujet qui peut réjouir, mais en tout cas, on sent qu'on aura des réponses à nos questions. Et pour terminer, je vais demander à Maître Zig, Jennifer Zig, de nous rejoindre. Bonjour, Maître Zig, Jennifer Zig. Bonjour Clara, bonjour Cindy, bonjour Laïsa. Bonjour Jennifer.
non, mais j'ai été impressionnée par les présentations. Je me suis dit, mais waouh, ça voilà, je faisais des connexions. Mais donc, du coup, ma présentation, je suis avocate au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin-Saint-Barthélemy, et j'interviens en droit du travail, plus largement en droit de l'entreprise. Mais voilà, la problématique du harcèlement, j'accompagne que ce soit salarié ou employeur sur ce type de problématique lorsque nous arrivons en conseil, mais également en contentieux devant le conseil du prud'homme, notamment. D'accord, ben merci. On est ravis, on aura des réponses par rapport à nos questions juridiques. Pour terminer, donc salut à tous, salut Kamal en commentaire, welcome, bienvenue Kamal, et salut Iris, yes, salut à tous. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, à poser vos questions. Nos invités sont là pour vous répondre, à nous partager avec nous si vous avez vu des situations, si vous avez connu ce type de situation. N'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas aussi à mettre des likes pour nous, pour qu'on soit bien référencé sur Facebook. On va commencer. Je vais demander à Chloé qui va m'accompagner pour la réalisation, qui m'a accompagnée pour la réalisation de cette émission, également hors community. Je vais demander à Chloé de nous rejoindre. Salut Chloé. Salut, tu nous entends? Alors moi Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Super, super. Comment vas-tu Chloé? Ça va? Je vais très très bien et j'ai hâte aussi de commencer à dégrossir le sujet qui est le harcèlement au travail. Ça me paraît important. Très bien, très bien. Chloé, que je rappelle que voilà, elle est journaliste, c'est Clamaria TV. Bienvenue, Chloé. Merci beaucoup. Chloé, on va commencer cette émission et je te laisse introduire cette émission. Vas-y. Et oui, j'ai introduit cette émission avec une chronique parce que le harcèlement au travail est très très vaste, donc on va essayer de dégrossir un petit peu. Déjà, on va commencer par une première citation. Le harcèlement au travail, une violence au quotidien. C'est le titre de nombreux livres. Donc, avant de parler des conséquences du harcèlement, de ses enjeux et de comment lutter contre le harcèlement, d'abord on va répondre à la question, mais qu'est-ce que le harcèlement? Donc la loi le définit comme un acte violent. Ça peut être un geste physique, verbal ou psychologique. Le harcèlement est considéré comme un délit, donc il est puni par loi. Donc, bien qu'il soit encadré, malheureusement, comme on va le voir avec Maître Zig, il y a beaucoup de cas de harcèlement dans les entreprises. Un salarié sur 6 s'estime avoir déjà été victime de harcèlement au travail, selon une étude de e-santé. Il y a 4 types de harcèlement au travail. Le harcèlement sexuel, le harcèlement moral, le harcèlement par SMS ou engin connecté et le harcèlement sur Internet. Des peines différentes sont encourues en fonction de ces 4 catégories. Cette situation entraîne dégradation des conditions de travail atteinte à la dignité et aux droits de la victime. Il détériore en général sa santé physique et mentale et il menace son évolution professionnelle. À savoir que la loi contre le harcèlement au travail prend en compte tous les types de travailleurs, qu'ils soient stagiaires, apprentis, intérimaires, salariés ou bien cadres. Donc, comment expliquer que malgré le cadre fixé par la loi, une personne sur 6 dit en être victime? Et est-ce dû à un manque d'informations sur ce qu'est le harcèlement, sur sa définition? Et chers invités, comment interprétez-vous ce chiffre de 1 sur 6 salariés victimes de harcèlement au travail? Les invités, vous en pensez quoi? Le harcèlement au travail. Maître Zig, le harcèlement au travail, comment pourrait-on définir le harcèlement au travail? Alors, Chloé, enfin, mademoiselle Vanoni l'a défini. Après, voilà, il faut préciser que c'est moral. Est-ce qu'on entend? Non, on a un problème de connexion, c'est bien ça. Maître Zig, c'est les aléas du direct. C'est habituel, on va dire, sur Clamaria TV. Si on ne connaît pas ce type de problématique, on n'est pas sur Clamaria TV. C'est comme ça qu'on est à distance
c'est les aléas du direct. Maître Zig, est-ce que Maître Zig est avec nous? Le temps qu'elle revienne. Laïsa Marie, pour vous, qu'est-ce que vous évoque le harcèlement au travail? Pour vous, votre définition? Mais je dirais que pour moi, c'est très difficile, en tout cas pour ma part, je dirais dans mes 10 ans, 12 ans d'expérience en tant que RH en entreprise, avec le changement de loi aussi, c'est très compliqué on va dire, au-delà de définir cette question très juridique et on va dire qui a évolué à travers le temps. Ça veut dire que ça a été toujours difficile de reconnaître cet acte du coup d'harcèlement moral. Est-ce que quelqu'un qui vient le matin toujours pour vous demander de faire quelque chose que vous avez oublié de faire, est-ce qu'on pourrait se dire que ce manager, entre guillemets, harcèle? Ou est-ce que c'est difficile? Si vous avez oublié de faire quelque chose et qu'il vous le redit tous les matins, est-ce que le salarié peut se dire, mais moi, je me fais harceler quotidiennement? En fait, c'est très subjectif. Et donc, c'est pour ça que je dirais qu'en entreprise, beaucoup ont peur de dire ou de reconnaître, de dire, voilà, je me fais harceler parce que le terme est fort. Le terme, après, s'il est utilisé, il est lourd de conséquences. Se dire qu'on est harcelé en entreprise, il y a des représentants du personnel. Si un collègue représentant entend ça, il peut se dire, mais si tu te fais harceler, va en parler au représentant du personnel. Est-ce que la personne va faire le pas ou pas d'aller voir un représentant du personnel pour se faire, enfin, en disant qu'il s'est fait harceler parce que son manager lui dit tous les matins depuis un mois de faire quelque chose? Donc, c'est très particulier. Peut-être que sur le ton, sur la manière, peut-être que c'est tous les jours, mais c'est peut-être au téléphone, par SMS, par mail, dénigré devant d'autres collègues. Là, on pourrait se dire que oui, c'est une forme d'harcèlement. Mais c'est très difficile de qualifier, on va dire, cet harcèlement du coup au travail. D'accord, très bien. Cindy, chérie, le harcèlement au travail, ça vous évoque quoi? Comment pourrez-vous, quand vous entendez ce mot, comment vous le définissez? Qu'est-ce que cela vous évoque? Alors, déjà, il faut replacer les choses dans leur contexte. Le premier contexte étant que le harcèlement au travail fait partie des risques psychosociaux qui sont regroupés autour de 4 types. Vous avez le stress, bien sûr le harcèlement moral ou physique, les violences internes et externes au travail. Et puis, vous avez les fameux syndromes d'épuisement professionnel. Donc, il faut comprendre que le harcèlement moral en soi se retrouve sous l'égide des risques psychosociaux d'abord. Ensuite, ce que ça évoque, alors je reviens sur les chiffres de Chloé, une personne sur 6 est touchée. Il faut savoir effectivement qu'il faut d'abord comprendre que toute personne peut être touchée. Et je suis même surprise qu'il n'y ait qu'une personne sur 6 parce que depuis 2 ans, avec la crise que nous connaissons, les rapports entre les individus au travail, avec la clientèle, avec la hiérarchie, avec les subordonnés sont devenus encore peut-être parfois plus brutes, ou même, je dirais, à l'inverse, une forme d'isolement qui pourrait aussi peser sur le mental des salariés. On parle beaucoup de la charge mentale et le harcèlement, il peut être vécu, comme disait Laïsa, de plusieurs manières. Sachant qu'il est clair qu'il y a des secteurs qui sont particulièrement touchés en fait, par ces syndromes. Et on sait bien que voilà, les domaines du management, des ressources humaines, la finance, le marketing, le journalisme et bien sûr le juridique sont des domaines particulièrement touchés par ces formes de violence et harcèlement. Alors pourtant que vous avez vu que ce sont quand même des métiers où on est en relation constante, directe avec l'entourage interne ou externe à l'entreprise. Donc c'est vrai que le harcèlement moral, bien sûr, poser le cadre en disant qu'aucun salarié ne devrait subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet, puisque c'est ce que nous dit la loi, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, qui pourrait altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel. Donc, je m'arrête là. Je crois que Jennifer est revenue. Je pense qu'elle va compléter largement ce que je suis en train de dire. Maître Zig. Oui, je suis de retour. Donc, effectivement, Madame Chéri a parfaitement défini la définition légale du harcèlement moral, le harcèlement moral qu'elle définissait, qui en fait, quand on pense harcèlement, en tout cas de mon point de vue juridique, j'ai un triptyque. C'est soit le volet pénal, puisque c'est un délit,
donc c'est puni par la loi. Et le harcèlement moral, c'est 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende. Le harcèlement sexuel, c'est 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Donc ça, c'est le volet purement pénal. Le volet civil, on va dire droit du travail, qui est accolé à la définition que les salariés entendent. Hein, c'est syndrome anxio-dépressif. Derrière le terme médical syndrome anxio-dépressif, on a du harcèlement moral, notamment. Ensuite, le volet, autre partie de mon triptyque, c'est la partie protection sociale, où là, on va aller reconnaître le harcèlement, donc le syndrome anxio-dépressif, comme une maladie professionnelle et voilà, devant la sécurité sociale, devant la CPAM notamment. Voilà, donc pour moi, le harcèlement moral, c'est une situation qui est vécue en entreprise, mais qui a des conséquences juridiques. Et en fonction de la situation du salarié, on va s'orienter soit sur un aspect pénal, soit sur un aspect prud'homal, soit sur un aspect purement protection sociale. Très bien. Donc, on voit qu'il y a plusieurs façons de définir, de voir qu'est-ce que l'harcèlement au travail. On a parlé de l'harcèlement moral en général. Cet harcèlement, vous avez déjà rencontré ce type de situation, Laïsa Marie, par exemple, l'harcèlement physique? Alors, on va dire à titre personnel, non, et heureusement, je dirais. Pas à titre personnel, mais en tout cas, dans les entreprises, et j'ai envie de dire heureusement aussi, en 12 ans de salariat et en étant RH, je n'ai pas trop connu du coup ce type de harcèlement parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est difficile d'aller parler de harcèlement, on va dire à la direction et on va dire à l'RH puis à la direction. Et tout dépendra aussi du positionnement de la personne qui est harceleur, je dirais, dans l'entreprise. C'est-à-dire que si la personne elle est proche de la direction et qu'elle a une place importante dans la société, c'est difficile, on va dire, de faire les choses, on va dire, changer. Et même si c'est avéré, on va dire que la personne qui est harcelée va quelquefois abandonner en disant de toutes les manières, vu le positionnement de la personne qui m'harcèle, ben, même si j'en parle, je ne vais pas être pris au sérieux. De toutes les manières, c'est moi qui devrais partir et pas la personne, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'en entreprise, c'est plutôt ce type de réaction que j'ai connu où les personnes, quand elles se disent être harcelées par quelqu'un et qu'on les entend en tant qu'RH, on les écoute et on leur dit, mais voilà, est-ce qu'on peut effectivement avoir des informations complémentaires pour les aider? C'est très difficile. Ça veut dire que même, je dirais, j'ai déjà rencontré le cas avec des personnes qui sont sur le départ, où on fait des entretiens RH de sortie, où des personnes ont connu des situations compliquées. En fait, des personnes ont très peur et elles n'osent pas dire qu'est-ce qui s'est passé. Elles donnent des bribes d'informations. On peut essayer de comprendre de qui il s'agit, mais on ne peut même pas en fait continuer à les investiguer parce qu'on n'est pas sûr. Vous voyez, c'est très difficile en fait parce que des personnes, même quand elles savent qu'elles vont partir, donc on essaye, moi j'essaie en tant qu'RH en disant mais vous partez. Ça veut dire que derrière, cette personne va continuer au sein de l'organisation à avoir un comportement qu'elle ne devrait pas avoir. Mais le problème, c'est que les personnes ont peur. Même si elles partent, elles ne disent pas. Donc oui, j'ai déjà connu ce genre de situation en entreprise, mais on va dire que ça fait toujours très peur. D'accord, très bien. Chloé, tu Et justement, au niveau de... Oui, peut-être plus Maître Zik, combien de personnes arrivent à aller jusqu'à porter? Beaucoup de gens le gardent pour eux, on parle seulement à la famille, dans leur cercle proche, mais ils n'osent pas le dire à la direction. Vous, combien de personnes vous avez reçues? Est-ce qu'il y a eu plus d'hommes, plus de femmes, plus de cadres, plus d'ouvriers? Comment ça se répartit? Alors, il y a eu des petits moments de coupure, donc je vais déduire de ce que j'ai bien compris. Oui, c'est vrai, ça bug un peu. C'est les aléas du direct.
Mais voilà. Alors, il n'y a pas de profil type de victime de harcèlement ni de harceleur, puisque voilà, quand on est aussi côté employeur, on est aussi dans une position où on se retrouve à être le supérieur, voilà, l'employeur de deux personnes qui sont dans une situation de harcèlement. En termes de victimes de harcèlement, il n'y a pas de profil type, hein, des hommes, des femmes. Je parle des hommes parce qu'on pense souvent que c'est peut-être une problématique féminine, alors que non, les hommes peuvent être victimes de harcèlement moral. Auteur de harcèlement, un homme, une femme, on peut être cadre, on peut être à un niveau hiérarchique égal, parce que le harcèlement peut être vertical. Donc, c'est le topic du N+1 qui va harceler son N-1, ou horizontale, où on aura des salariés de même niveau qui vont être dans une situation de souffrance au travail. Donc, il n'y a pas d'écosystème type de situation de harcèlement moral ou sexuel, hein, sachant aussi que là, on a la même problématique. On peut être un homme et être harcelé sexuellement par un supérieur hiérarchique féminin ou masculin d'ailleurs au demeurant, et l'inverse, même si un peu plus généralisé, enfin plus simple dans l'esprit, mais l'inverse existe également. Donc, en termes de profil de victime et d'auteur, il n'y en a pas nécessairement. Après, c'est vrai qu'il y a un vrai travail à faire. Et là, il y a l'accompagnement par des psychologues, l'accompagnement même du médecin traitant, qui est la porte d'entrée médicale de la situation de souffrance au travail avant le médecin du travail, pour permettre aux salariés qui sont en souffrance, qui parfois littéralement va travailler avec la boule au ventre, d'aller prendre des renseignements, en tout cas un avocat ou une maison de justice et du droit, en tout cas prendre des renseignements sur sa situation pour verbaliser, puisqu'on est dans une situation de ressenti, de vécu, et là il faut le qualifier juridiquement. Donc parfois il y a des gens qui ne se rendent même pas compte que leur situation en réalité est anormale. Ils disent mais oui, mais c'est pas que moi, c'est comme ça pour tout le monde. Ben, là on est dans un cadre d'harcèlement managérial, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément la personne cible, mais c'est un mode de management qui est harcelant, qui est mis en place au sein de l'entreprise. Maître Zik, gardez ce mode de management d'info qui est très intéressant. Cindy chérie, comment, par exemple, on a vu, Laïsa l'a exposé, la personne parfois peut ne pas dire jusqu'à la fin, elle sait qu'elle part, ne pas parler. Si par exemple, la personne qui est victime d'harcèlement va informer l'employeur, parce que parfois, comme l'a dit Maître Zik, ce n'est pas forcément vertical, donc ça part de l'employeur vers l'employé, mais ça peut être aussi horizontal, donc on peut avoir des cas d'harcèlement entre employés. Si l'employeur est informé de cette situation, comment l'employeur peut gérer ce type de situation, de cas où un employé harcèle un autre employé? Alors, je vais faire deux réponses. La première sur le volet privé et ensuite sur le volet public. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la fonction publique a mis en place aussi des procédures depuis la loi de transformation de la fonction publique de 2019. Je vais peut-être commencer par là parce que je suis lancée. Il faut savoir que la nouvelle loi met en place des procédures de signalement des actes de violence et des agissements sexistes. Donc, en fait, il y a une obligation, je dis bien une obligation, de mettre en place un dispositif de signalement au sein de l'organisation. Vous avez compris que quand je dis organisation, on parle des institutions publiques, semi-publiques, qui ont pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes ou témoins aussi d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissement sexiste aussi sur le lieu de travail ou dans l'exercice de leurs fonctions. Et en fait, ces dénonciations, ces déclarations, cette obligation en fait qui est faite à toute personne de près ou de loin, a pour but de les orienter vers des autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien, comme l'a dit Maître Zig, et de protection des victimes et aussi par rapport de traitement aussi des faits signalés. Alors, vous avez encore une fois le médecin du travail, DRH, CHSCT, CSE, enfin bon voilà. Bientôt, ces termes-là vont pas tarder à changer, mais vous avez aussi des personnes extérieures. Il faut bien comprendre qu'à côté du médecin, quand je dis extérieur, c'est extérieur à l'organisation, parce que beaucoup de gens se disent « Ah non,
j'ai honte, il ne faut pas l'oublier, hein. C'est la honte et la culpabilité qui dominent alors qu'on est victime. Et en fait, le travail de gens comme moi, donc les conseillers en évolution professionnelle, les coachs en gestion des émotions, parce que j'ai plusieurs activités au sein de mon cabinet, c'est de faire prendre conscience à l'individu déjà, d'arriver à, comme disait Laïsa, à verbaliser. Parce que le premier pas, c'est de prendre conscience en verbalisant ce qu'on vit. Et la meilleure façon d'occulter ça de son corps et de son esprit, c'est d'en parler à quelqu'un qui soit bien sûr une personne référente, ressource, que vous jugez, et je dis bien que vous jugez, confidente, de toute confiance, avec qui vous vous sentez en sécurité, qui peut, ne serait-ce comme je dis, le premier pas, c'est de vous écouter, pleurer, crier, faites ce que vous voulez, et de vous écouter, de dire, et après, si possible, quelqu'un qui a des compétences, soit en termes d'autorité pour pouvoir vous accompagner dans la démarche ou les démarches à accomplir, parce que je vous rappelle, hein, il y a le civil, il y a le pénal et il y a bien sûr le droit du travail. Donc, vous pouvez agir sur un ou plusieurs plans et pas oublier aussi que vous avez sur chacun des plans un accompagnement adapté, personnalisé, différent, qui peut se combiner ou pas en fonction de l'envergure que vous avez décidé de donner à votre action de dénonciation des faits et des violences et du harcèlement en soi. Est-ce que j'ai répondu? Ah oui, et le deuxième point, parce que là je suis sur le volet public, mais sur le volet privé, vous avez aussi en partie les institutions les organisations que je viens de citer. L'employeur se doit absolument de mettre en place dans le monde de l'entreprise des cellules, appelez ça comme vous voulez, hein. Ça change de nom en fonction de la taille de l'entreprise généralement, mais des cellules d'écoute. Alors, vous avez à la fois du préventif et du curatif qui vont passer en préventif ou à curatif, les cellules d'écoute, mais vous avez aussi en préventif toujours des actions de sensibilisation, de mobilisation, des actions, des plans d'action qui sont menés aussi pour prévenir ce type de méfaits au sein de l'entreprise. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant, ces actions, ces mises en place, les cellules d'écoute ou de prévention, étant donné qu'il y a quand même dans les faits du harcèlement, est-ce que c'est assez? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réduire? Alors, il vaut mieux ça que rien, premièrement. Mais deuxièmement, il faut comprendre que, je vous rappelle que le gouvernement vient de sortir une nouvelle obligation, cette fois-ci sur le volet qualité de vie au travail, où elles seront sanctionnées, les entreprises, les institutions, les associations qui ne mettent pas suffisamment, qui ne démontrent pas en fait avoir mis sur la table des moyens à la fois, surtout de prévention, mais aussi de curation, pour accompagner les salariés qui seraient victimes de ces méfaits-là, mais aussi pour sensibiliser les auteurs de ces agissements-là. Je suis préoccupée parce que j'étais même surprise que ça ne soit qu'une personne sur 6, parce que avec tout ce que l'on vit actuellement, les rapports socioprofessionnels à vocation psychosociale managériale sont devenus extrêmement prégnants, explosifs, pour ne pas dire autrement. Oui, j'ai trouvé d'autres chiffres. C'était 52% des femmes victimes et un tiers des hommes. Voilà, parce que je trouvais un peu bizarre que ça ne soit qu'une personne sur 6, parce que moi, étant donné que c'est aussi mon cœur de métier, je travaille pas mal sur ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui devient de plus en plus... On a l'impression que la crise, d'une certaine manière, à la fois cristallise, mais aussi généralise ce type de méfaits. Donc, c'est là où il faut vraiment apporter une attention toute particulière au sein des organisations. Vous savez bien que la majorité des gens, de manière consciente ou inconsciente, ont du mal parfois à jauger et à estimer la grandeur du déni dont ils sont victimes par rapport aux violences, parce que vous savez qu'on associe souvent le harcèlement moral à la violence, en termes juridiques surtout. Maître Zig, je pense, je parle sous votre couvert en tout cas, même si je suis juriste moi-même, je le rappelle. Hein. C'est vrai que on a tous les actes mondiaux actuels font qu'on a une forme d'agressivité qui est latente, de violence qui est sous-jacente déjà dans les mots, puis dans les actes aussi. Et je reviens sur le fait que ça peut être conscient ou inconscient, mais c'est alors pourtant que le monde est en train de basculer, hein, d'une certaine manière. C'est là où je pense que nous devons absolument, vous avez raison Chloé, redoubler d'efforts
de vigilance, d'attention sur le fait que, surtout après la journée du 8 mars, puisque ce sont majoritairement les femmes à 52%, redoubler d'efforts sur le fait d'être très sensible et attentif au moindre battement de cils, je dirais, des collaborateurs et de s'assurer, alors bien sûr, s'assurer de ne pas non plus devenir assez lourd sur l'individu, mais de s'assurer plus ou moins régulièrement qu'il est bien, qu'il se sent bien, que les actions, en tout cas les tâches et les missions qu'on lui confère, soient à la hauteur de sa charge mentale et sinon de trouver un moyen d'organiser différemment l'entreprise. Merci Cindy. Laïsa Marie, question de Iris. Comment déceler le harcèlement moral au travail? Comment peut-on, quand on est là dans une entreprise, comment ça se fait en général? Est-ce que c'est vraiment la personne ou bien est-ce que ça peut résulter directement du management? D'après vous? Alors, il y a plusieurs types de cas. Et puis après, ce que je disais, c'est difficile de dire que c'est du harcèlement parce que il faut prendre ce mot harcèlement à chaque fois que je le dis avec c'est pas des pincettes, mais il y a une analyse à prendre. Moi, en tant qu'RH, mais c'est normal, les collaborateurs, et notamment depuis la crise sanitaire, sont fatigués, exténués. Donc, en fait, tout est décuplé. Donc, je ne dis pas que certaines fois, ce n'est pas du harcèlement, mais en fait, le trop-plein fait que ce qui pouvait passer avant ne passe plus aujourd'hui. Ça veut dire que lorsqu'on vient voir une RH en disant mon collègue m'a parlé mal aujourd'hui, ça a commencé depuis la semaine dernière, etc. Et puis il continue. OK. Du harcèlement à quel niveau? Et oui, et puis après, il m'a envoyé plusieurs Teams, il m'a envoyé plusieurs messages, et puis comme je ne répondais pas, il m'a appelé sur mon perso, il ne doit pas l'utiliser, etc. Oui, peut-être que ça passait avant la crise. Maintenant, ça ne passe plus. Pareil, est-ce que manager qui envoie un message pour dire sur le perso, parce que la personne ne s'est pas connectée pour une réunion, et utilise le numéro de personnel pour dire voilà, bonjour Montel, je ne t'ai pas vu connecté, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que la personne va aussi dire mais pourquoi il m'envoie un message sur mon portable personnel, etc. Alors que potentiellement, peut-être que ce salarié avait utilisé son portable pour un jour dire à son manager bonjour Montel, je serai en retard demain matin. Mais là, ça ne passe pas encore parce que c'est dans une situation qui peut-être vient après des situations qu'ils ont connues où la personne est fatiguée. Donc, il y a plein de cas comme ça que j'ai pu voir. Et en tout cas, moi, mon constat, c'est que post-crise sanitaire, en tout cas, quand j'étais encore RH pendant 4 ans à gérer des équipes, c'est que certaines fois, c'était de la communication, le problème. C'est-à-dire que les non-dits, les choses qui étaient dites auparavant, avec l'épuisement de la crise sanitaire, le fait de ne plus se voir aussi. Parce que moi, j'étais dans des cabinets de conseil où il y avait beaucoup d'événements qui étaient faits pour pouvoir rassembler, des séminaires, du coup des after-work, des choses comme ça, des goûters, petits déjeuners. On casse tout ça. On arrive maintenant que dans des situations où on est en virtuel. Beaucoup de mes équipes me disaient, mais aujourd'hui, limite, je ne supporte même plus du coup les réunions à distance. Je ne supporte plus d'être en réunion. Je ne mets même plus ma caméra. Avant, c'était fun. Maintenant, ça m'énerve. Ça m'agace. Et quand un manager dit juste, mettez votre caméra, est-ce que c'est du harcèlement aujourd'hui? Parce que la personne, elle n'a pas envie de mettre sa caméra, elle n'a pas envie de s'afficher. En fait, il y a plein de choses où auparavant, on ne faisait pas attention. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte qui est différent. Et en fait, c'est difficile. On est devenu de plus en plus réfractaire, susceptible. Je ne sais pas, en fait, il y a plein de choses où il faut faire le tri par rapport aux informations du coup des collaborateurs. Il faut continuer, en tout cas pour ma part, je continue à les écouter. Et je faisais, pour mes équipes, il y a une équipe où ils ont refusé carrément d'avoir, ils ne voulaient plus faire des réunions parce qu'en fait, ça partait dans tous les sens. Pardon. Et il y avait des embrouilles, etc. Donc, j'ai dû appeler toute l'équipe, faire un point avec le manager pour essayer de comprendre le pourquoi du comment ils ne s'entendent pas. Donc, vous voyez, il faut vraiment essayer de comprendre pardon, les deux parties et après, essayer de temporiser, en fait. D'accord. J'ai une question. Maître Zig, est-ce que vous pensez que, par exemple, le cas par exemple, de forme de sarcasme, par exemple,
une personne qui utiliserait, un collègue ou un manager qui utiliserait constamment le sarcasme. Est-ce que, par exemple, ça peut constituer un cas d'harcèlement ou d'humiliation, etc.? Alors, bonne question. C'est un des cas, ça, c'est parce que le harcèlement, c'est quelque chose d'assez mouvant. Ça, on a du mal parfois à le définir. C'est surtout d'abord, comme l'a dit Madame Marie, de l'ordre du ressenti. Et je l'écoutais et ça m'a fait penser à deux choses. D'une part, que effectivement, avec la crise, on est tous dans des situations, on est dans des relations virtuelles et même en télétravail, donc on est chez soi, on peut être victime de harcèlement. C'est ça le paradoxe, c'est-à-dire qu'on se dit, mais on est dans une souffrance au travail alors qu'on télétravaille, même si dans le télétravail, il y a quand même le mot travail. Et ça, c'est aussi une problématique qui n'existait pas il y a quelques temps. Et là, actuellement, c'est de se dire, peut-on être harcelé en étant en télétravail? Ça, c'est une vraie question qui, pour l'instant, n'a pas encore été tranchée ni juridiquement, enfin, au niveau des RH, je ne sais pas si se sont appropriés cette problématique, mais c'est, en tout cas, de mon côté, de ma clientèle, c'est une question où je mets un grand point d'interrogation. En ce qui concerne le harcèlement, j'écoutais aussi Madame Chéry et je me disais qu'en fait, quand on fait le parallèle avec les violences faites aux femmes, on a l'État, enfin le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle un violentomètre, où on sait, voilà, on sait à quel niveau on peut se jauger. Mais en termes de harcèlement, pourtant c'est une forme de violence, il n'y a pas cet élément, cet outil qui permet de se dire, est-ce que c'est un problème simplement de communication ou est-ce que je suis véritablement dans une situation de souffrance au travail? Parce que le simple fait de se sentir mal ne définit pas forcément le harcèlement. Là, c'est le médical va prendre sa part avec, comme je vous ai dit, le médecin qui va définir un syndrome anxio-dépressif avec une prise en charge médicamenteuse et l'accompagnement qui va aller autour avec un psychiatre, un psychologue, un coach qui va venir soutenir le salarié dans cette situation. Donc, c'est une situation qui n'est pas forcément simple. Toutes les situations ne sont peut-être pas du harcèlement, mais la souffrance au travail existe dans toutes ces situations. Et ça, c'est un élément à ne pas négliger. Très bien. Alors, je rappelle aux personnes qui nous suivent, merci de nous suivre. N'hésitez pas à poser vos questions, à interagir, à rebondir sur ce que vous entendez. N'hésitez pas à participer au live en commentaire. Chloé, je te laisse poser une question. Et oui, elle va à Maître Zig. Alors, quelles sont les peines encourues par les harceleurs au travail? Alors, je l'ai énoncé dans mon propos initial sur le volet pénal. Donc, le harcèlement moral, c'est 2 ans de prison, 30 000 € d'amende. Et le harcèlement sexuel, c'est 3 ans de prison, 45 000 €, sachant qu'il y a des circonstances aggravantes. Si la victime est mineure, hein, parce qu'on peut être stagiaire, par exemple, stagiaire, vous êtes mineur, vous êtes en entreprise ou alternant, vous êtes victime de harcèlement moral. Donc, l'auteur des faits, dans cette situation est constitutive d'une circonstance aggravante. Sachant que quand on parle auteur de harcèlement en matière pénale, on pense aux collègues, aux personnes physiques, mais il y a aussi l'entreprise, la personne morale aussi qui peut être poursuivie, même si sur le volet droit du travail, c'est l'entreprise qui est mise en cause de ne pas avoir pris ses responsabilités pour faire cesser cette situation de souffrance au travail. Donc, après, je n'ai pas voulu trop taper sur la partie RH, mais d'un point de vue juridique, l'employeur, c'est une obligation de sécurité de résultat. L'employeur doit préserver la santé mentale, la santé physique, mais la santé mentale de ses salariés. Donc, oui, donc la porte d'entrée des salariés en souffrance, c'est le service des ressources humaines. Parce que si c'est le supérieur hiérarchique qui pose problème, on n'a pas forcément le dialogue ou la capacité d'aller discuter avec son supérieur hiérarchique. On va voir le service des ressources humaines qui est censé être l'interlocuteur privilégié, même si au sein de l'entreprise, il y a d'autres aussi portes d'entrée avec, comme l'a indiqué Madame Chéry, les institutions représentatives du personnel avec le CSE qui existe maintenant, mais avant, il y avait les délégués du personnel et le CHSCT qui ont disparu. Très bien. Je voudrais rebondir du coup sur une problématique que j'ai connue pour le coup.
et que d'autres connaissent aussi. Quand on est RH, quelquefois, on peut avoir des situations compliquées. Moi, je l'ai vécu. Et en tant qu'RH, certaines fois aussi, à qui on peut se référer. Parce que moi, j'aime bien aussi dire ça, parce qu'on oublie certaines fois que les membres du service RH sont des salariés de l'entreprise. Puisqu'en fait, on est du coup catalogué en tant que RH. Et moi, j'ai connu une situation compliquée. Et en fait, j'ai référé du coup à des personnes de la direction qui ne m'ont trouvé aucune solution. Et en fait, c'est ça aussi la difficulté. C'est que nous, services RH, et notamment beaucoup d'RH ont perdu pied pendant la crise parce que de nombreux RH se sont fait harceler aussi ou ont connu des situations compliquées pendant cette crise sanitaire et n'ont trouvé aucun soutien non plus de la part de personnes. Même si elles ont fait remonter ce genre de choses, elles n'ont pas eu. Moi, j'ai eu des situations quelquefois où, en tant qu'RH, c'est très délicat. On me raconte des choses, mais quelquefois, je suis en train de vivre la même chose. Mais je suis obligée d'être neutre et de comprendre la personne, mais sans pouvoir, en disant dans ma tête, oh là là, si tu savais ce que je suis en train de vivre, c'est un level 3 fois plus que toi. Mais voilà, on est obligé de rester neutre. Donc, c'est aussi, en effet, du coup, le service RH est là pour pouvoir s'occuper de la santé mentale et du coup physique, du coup, de par sa fonction qui dépend de la direction de l'entreprise. Mais je dépose ce sujet qui aide les RH. Donc, et ça, c'est la grosse question et j'arrêterai pas de le dire parce que voilà, j'ai connu des situations compliquées. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus, et notamment avec la crise sanitaire, ben, les RH sont perdus et malheureusement, il n'y a personne pour les aider, même si on fait le pas d'aller voir le médecin du travail, de parler de son cas, etc. Derrière, quand ça arrive à la direction, on sait très bien, voilà, c'est très mal pris. Donc voilà, c'était juste un petit sujet aussi pour dire que oui, les RH ont leur part de responsabilité de par leur fonction, mais elles aussi peuvent connaître des situations compliquées en entreprise. Merci, en tout cas, merci Laïsa de rappeler, de penser aussi à la fonction ressources humaines, RH, qui eux aussi, visiblement, peuvent rencontrer ce type de problématique, ce cas d'harcèlement au travail. Alors, on va prendre les commentaires. Il y a Iris qui semble ne pas être satisfaite de la réponse. On va essayer alors. C'était quoi? Je reviens dans les commentaires. Je ne parlais pas du contexte de la crise qui, à mon sens, est un contexte particulièrement exceptionnel. Avez-vous des critères objectifs pour déceler le harcèlement? C'est l'objet précis de ma question. Elle ressent. Cindy Chéri, pouvez-vous lui répondre? Oui, je suppose que c'est moi qui suis concernée, bien sûr. Alors deux choses, Iris. En fait, la détection. Alors, d'abord, Laïsa. En fait, quand on n'a aucun moyen, aucune solution à l'interne, on est obligé d'aller chercher en externe. Je me suis retrouvée à avoir beaucoup de clients managers, cadres, parce que, pareil, ils ne trouvaient pas une écoute attentive et encore moins de solutions à l'intérieur. Et voilà. Au vu de toutes mes activités, c'est vrai que avoir des coachs, des consultants, des thérapeutes, ça peut être aussi un bon moyen d'extérioriser la souffrance ou la douleur qu'on ressent par rapport au fait que et c'est pour ça que je dis aux managers, vous êtes manager, vous êtes aussi un être humain comme disait Laïsa, vous aussi vous avez des souffrances et des douleurs particulières, même si on vous demande d'être présent pour les autres, mais il faut bien que quelqu'un aussi soit là pour vous pour un peu vous recharger. Sinon, on ne s'en sort pas. Alors, les critères pour Iris sont d'abord le sentiment d'être écartelé entre le bénéfice tiré et le sentiment de mener des tâches. Bénéfice tiré, c'est-à-dire que on se dit, mon Dieu, je suis payé pour faire un travail, sauf qu'on ne me donne pas les moyens sécures, sereins, la quiétude, l'environnement n'est pas positif, anxiogène, etc., agressif, et pourtant je dois continuer de produire. Et puis, le fait de se dire, bon, les rapports sont dégradés, et bien sûr, comme dit Iris, on n'a pas attendu la crise pour avoir des rapports, pour constater que les rapports au travail étaient déjà dégradés. En fait, ça n'a été qu'un accélérateur par rapport à la qualité du travail fourni avant, etc. Donc, il y a ce que je viens de dire, la fameuse douleur et la souffrance psychique durable au travail par rapport aux violences et au harcèlement subis, de quelque forme que ce soit.
qui sont généralement en contradiction avec les valeurs que vous ressentez, les croyances que vous avez. Et vous vous amenez sans doute constamment à vous poser beaucoup de questions, à essayer de prendre du recul pour pouvoir lutter, parce qu'en fait, c'est ça. Et ça va se traduire au quotidien par le fait d'avoir comme la boule au ventre, traîner des pieds le matin pour y aller, ne pas réussir à s'endormir parce qu'on rumine tellement sur ces histoires de mon Dieu, demain matin, je vais revoir la personne, je serai dans telle situation. Enfin, bon, voilà. Ça peut se traduire aussi par un manque de motivation au travail, ça peut se traduire par le fait de ne plus avoir goût à la vie, parce que vous savez bien que, comme je dis tout le temps, la journée de travail, c'est 8 heures, mais on a encore d'autres heures dans la vie privée, mais pour autant, c'est pas complètement étanche et hermétique. Et donc, des fois, bien sûr, nos préoccupations au travail se retrouvent déversées dans notre vie quotidienne, familiale, sociale, privée, spirituelle et autres, financière, qui font que on se dit, ou on s'entend dire par notre entourage, mais ça ne va pas, qu'est-ce qui te préoccupe, mais à vue d'œil, on sent que tu ne dors pas, tu es cerné, tu as perdu du poids, tu t'habilles en noir. Ça, ce sont les choses qui reviennent assez régulièrement. Les gens n'ont plus goût à rien, n'ont pas envie de sortir, de plus voir personne. En fait, ils s'isolent encore plus et même vont jusqu'à tomber malades. Et puis, vous savez bien que l'extrême, parce qu'il existe un extrême, ça reste le suicide. Parce qu'on ne trouve pas de solution, en fait, à ces problématiques, où on pense ne pas en trouver, surtout pas à l'intérieur, et on se dit qu'il n'y a peut-être pas d'aide extérieure, mais il y en a toujours. Il y en a toujours. C'est pour ça qu'on peut soit se fier ou se confier, et on peut aussi soit essayer, si on y arrive, parce que ce n'est pas simple, travailler sur soi, réfléchir à un changement de poste, réfléchir à une rupture de la relation de travail, réfléchir peut-être même à une reconversion professionnelle. Ça reste aussi, pour moi, d'une certaine manière, des extrêmes. Mais encore une fois, il faut connaître tous les tenants et aboutissants et savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir s'en sortir. Et justement, au niveau du... Oui, allez-y. Parce que du coup, je voulais donner, parce que la demoiselle qui a posé la question demandait des exemples concrets. Et je veux dire que, voilà, parce que pour avoir le volet judiciaire, les exemples concrets qui sont souvent retenus par la jurisprudence, par les juges prud'homaux et cours d'appel et cours de cassation, c'est, on va du dénigrement, tout simplement, les brimades. J'ai l'exemple en tête d'une jurisprudence où un salarié avait été traité de bon à rien, enfin, plusieurs fois en public. Donc là, on est vraiment sur de l'humiliation publique, on est sur de la critique injustifiée, on a des mesures vexatoires. Il y a ce qu'on appelle aussi la placardisation, c'est-à-dire littéralement, pour le coup, parce qu'il y a des exemples jurisprudentiels, on va vous changer de bureau et on va vous mettre dans un placard à balai, c'est-à-dire tout petit espace. Vous n'aurez peut-être pas de chauffage ou pas de climatisation en fonction de l'endroit où vous travaillez, ou pas de fenêtre. Voilà, le but, c'est de vous briser. On a une problématique qui est un peu plus récente, qu'on appelle on pense au burn-out, mais il y a aussi le bore-out, pour prendre l'exemple un peu anglo-saxon, qui dit qu'en fait, vous allez être mis dans une situation où on va vous retirer des tâches. Vous n'allez rien avoir à faire. On va littéralement, vous allez venir au travail, vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire de votre journée. C'est un des éléments voilà, pour pouvoir définir une situation de harcèlement moral. La privation également des outils de travail. On va vous retirer votre véhicule de fonction, alors que vous en aviez un. On va vous retirer votre ordinateur, alors que vous en aviez. Ou on va vous retirer aussi d'être dans une situation où vous êtes un N+1. Vous aviez des subordonnés. On va vous retirer des subordonnés. On va vous retirer des tâches. Tout cet écosystème permet de définir une situation de harcèlement moral. Donc, ce n'est pas simplement un ressenti, c'est aussi concrètement, vous allez avoir des mails aussi qui vont être intempestifs, qui vont agir sur qui vont avoir des conséquences sur votre vie privée, puisqu'on va vous envoyer des mails à des heures peut-être indécentes. Après, on se dit oui, mais c'est la problématique des cadres et des gens qui sont très sûrs, parfois même surimpliqués dans leur travail, ont du mal justement à comprendre que la situation est anormale. Se dire mais non, mais je travaille, on me dit que je travaille mal, donc je travaille plus, donc on va voir que je mérite d'être dans cette entreprise et finalement le salarié s'épuise. Et là, on a encore un volet du harcèlement moral avec l'épuisement professionnel. Donc, au-delà de la définition médicale, comme je le dis, de syndrome anxieux-dépressif,
concrètement en entreprise, il y a un certain nombre d'agissements qui rentrent dans le cadre du harcèlement moral, qui sont reconnus par les juges. Et voilà, donc pour cette petite précision. Je voulais rajouter des exemples aussi que j'ai pu voir effectivement en entreprise. Et en fait, Maître Zig a exactement donné des cas que moi j'ai pu voir, hein. C'est-à-dire des personnes qui étaient managers, qu'on fait passer sur des postes un peu de chef de projet. Donc, on leur retire effectivement leur équipe. Certaines fois aussi où on détache des personnes dans des pays où on sait potentiellement que de par leur couleur de peau, ces pays-là sont peut-être racistes. Donc, on les met dans des situations un peu compliquées. Ou on peut aussi faire passer, vous êtes au même niveau, enfin, vous avez vos collègues au même niveau, et on fait passer votre collègue qui est au même niveau que vous au-dessus. Et donc, du coup, vous devenez, de part, on dit, la stratégie de l'entreprise. Mais tout ça, ça va faire en sorte que la personne qui a son collègue qui passe au-dessus va être dans une situation délicate et on sait très bien, à long terme, va décider de partir parce qu'elle va se dire, mais j'ai pas compris, je suis restée 10 ans à ce poste-là, l'autre collègue est arrivé après et aujourd'hui, je suis plus bonne en fait à mon poste. Donc, c'est vrai que c'est des exemples effectivement concrets ou des placards en fait. C'est vrai quand on vient mettre des N+1 au-dessus, alors qu'ils étaient N-1 ou juste au même niveau, c'est vrai que c'est des choses un peu délicates. Quand, en fait, c'est vrai, les situations de bureau, quand on passe de grands bureaux quelquefois à l'autre, au bout du couloir, éloigné de tout, surtout sur son équipe, les avantages aussi, quand on retire des avantages sans justification. Par exemple, si on dit, vous aviez, je dis n'importe quoi, un gros 4x4 parce que vous faisiez partie du coup de la direction avec du coup des avantages et qu'on vous dit, mais on vous donne une petite citadine, voilà, qu'on reprend votre carte essence, qu'on reprend tout ça, oui, et on vous fait passer d'un véhicule de fonction, par exemple, on dit, ben maintenant, vous allez être en véhicule de service. Si on vous dit, par exemple, c'est fini, la classe à faire pour vos voyages, vous allez travailler, vous allez être en classe éco. En fait, c'est vrai que dès qu'on touche en fait à tout, des fois à ces avantages aussi des salariés, quand l'entreprise peut mettre en place une stratégie et au final, les personnes qui étaient à des postes se trouvent lésées dans la nouvelle stratégie et surtout qu'elles peuvent apprendre ça le jour J, ça veut dire qu'il y a une communication, ils apprennent les changements et ils se disent mais on ne m'a pas prévenu avant parce que ça arrive malheureusement. D'apprendre qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, qui est nommée, et puis quand on lit la description, on se dit, mais elle fait la même chose que moi, mais on ne m'a pas prévenu. Et en fait, c'est ce type de choses où on se dit, bon, il y a anguille sous roche, et on voit très bien que ça peut créer des situations où après, les RH, on est sollicité, où on doit gérer la crise, justement, des personnes qui nous disent, oui, mais on a appris ça comme ça en séminaire, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ne nous a pas prévenu, etc., etc. Alors, juste deux précisions, parce que c'est vrai qu'on parle de structures avec un RH et tout, donc des structures qui sont plus ou moins grandes, justement structurées, mais quand on est dans des problématiques où on est des PME, hein, des TPE, voilà, parfois la situation est moins, et on a une relation très personnelle avec l'employeur. Je pense j'ai des exemples en tête de dossiers de boulangerie ou voilà, de magasins, mais typiquement, c'est la menace, c'est ce que j'appelle les pressions disciplinaires, c'est-à-dire qu'on va vous répéter systématiquement que votre poste est en jeu, alors que vous êtes en CDI depuis, voilà, on n'a rien à vous reprocher, vous donnez entièrement satisfaction, mais on va mettre en place un management, de vous mettre en concurrence avec vos collègues et vous dire systématiquement que votre poste est en jeu. Ça, j'ai l'exemple topique qui me vient en tête, voilà, c'est un dossier en cours. Vous avez aussi la dévalorisation des tâches. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans peut-être un poste administratif, non pas qu'il faille dévaloriser, mais on va vous dire maintenant vous allez faire du ménage. Ou l'inverse, ou en fait vous étiez dans un poste de nettoyage et pourquoi pas, on va dire c'est une promotion, certes, mais on va vous mettre un poste supérieur un peu plus administratif, mais on ne va pas vous donner la capacité d'occuper ce poste, ni en vous formant, ni en vous, parce qu'à la base, c'est du ménage que vous faisiez, hein. Mais on va vous dire, on va te mettre dans un poste administratif ou d'accueil et on ne va pas te former. Donc, tous ces éléments. Ça, c'est de l'harcèlement. C'est des éléments qui peuvent rentrer, parce que quel est le but derrière ? Le but, est-ce que c'est
Est-ce qu'il y a vraiment une bienveillance derrière? Quand par exemple, le cas de la salariée que j'ai en tête, où on va lui répéter systématiquement une fois par semaine que son poste est en jeu, je ne suis pas sûre qu'il y ait de la bienveillance. Lorsqu'on est dans le cas d'une salariée va être promue, super, tant mieux pour elle, très bien, mais on va ne pas lui donner les moyens d'occuper correctement son poste. Qu'est-ce qu'on cherche derrière? Est-ce qu'on cherche à la sortir pour insuffisance professionnelle ou on cherche à la faire craquer et qu'elle se mette en arrêt maladie et qu'on va la sortir pour une aptitude professionnelle? Donc là aussi, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc le harcèlement moral, c'est beaucoup de situations qui se définissent concrètement et il faut voir et qui sont, comme je l'ai dit, ont été jugées par le Conseil de prud'homme notamment, mais savoir est-ce que concrètement, la situation que vous vivez, le ressenti que vous vivez, est-ce qu'on peut rentrer dans cette catégorie? Le fameux cadeau empoisonné, comme j'aime à dire. Il y a certaines fois où on est content d'être promu un poste et en effet, la stratégie n'est pas forcément de mettre les moyens et la personne, elle se trouve lésée et oui, craque après. Parce que si l'entreprise, par exemple, a déjà repéré que cette personne-là, elle n'est pas faite pour manager et qu'elle lui met une équipe de 20 personnes, la personne, au bout d'une semaine, n'aime pas, elle ne tient pas. Donc, la question, c'est sans lui donner de formation management, mais on a identifié qu'elle n'est pas faite pour ça, mais on la met manager quand même. Ça arrive. Ça, c'est une volonté quoi? De pousser à la sortie? C'est quoi? Oui, c'est une volonté de pousser à la sortie. Ça veut dire que soit, en fait, quelquefois, l'employeur doit connaître effectivement les compétences et les capacités de ses salariés. Si, en fait, il y a déjà des bruits dans l'entreprise ou même des faits avérés où on sent que la personne, elle n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour manager. D'autres personnes ont déjà vu qu'elle est très bonne en tant qu'experte. Elle est très bonne, du coup, dans son métier, mais qu'elle n'est pas bonne. Ça, le management, ce n'est pas inné. OK. Ils ont identifié ça. Ils ne lui ont jamais donné de formation, du coup, sur le management. Ils ne l'ont jamais accompagné pour pouvoir l'aider pendant des années, si elle est là depuis 5-10 ans. Mais ils la mettent manager, sans formation préalable, sans rien du tout. Et en plus, on ne commence pas par une équipe de 2 personnes. On se dit, allez, on lui donne 20-30 personnes d'un coup et il faut qu'elle gère. La personne qui n'est pas faite pour ça, qui n'est pas accompagnée, à qui on ne donne pas les moyens, elle ne tient pas. Elle ne tient pas. Et justement, du coup, comment ça se met en place ce mécanisme de harcèlement dans la tête du harceleur, Cindy Chéri? Est-ce qu'il y a des éléments psychologiques? Comment ça commence et pourquoi ça commence et pourquoi telle ou telle personne? Est-ce qu'on a des éléments sur ça? Cindy Chéri? Oui. J'ai ouvert mon micro. Oui, mon micro est ouvert. J'ai cru qu'il était fermé. Alors, en fait, déjà par rapport à tout ce que je viens d'écouter, faut quand même rappeler une chose. Il faut quand même rappeler que nous sommes passés dans une nouvelle ère avec tout ce qui se passe actuellement. On ne va pas revenir dessus. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, n'est pas non plus harcèlement moral tout changement d'organisation. Il faut quand même rappeler qu'il y a une certaine organisation professionnelle qui est revue, je pense, pour quasiment tout le monde, où il y a des restrictions budgétaires aussi. Et c'est sûr qu'on n'a peut-être pas tous les mêmes moyens aujourd'hui. Enfin, en gros, il ne faut quand même pas penser que parce qu'on vous enlève votre fil de fonction, qu'il faut aller déposer une plainte au prud'homme pour dire que vous êtes harcelé moralement. Non. Il faut quand même rappeler qu'il y a un minimum d'organisation et qu'il faut toujours contrebalancer avec les pouvoirs de direction généraux de l'entreprise qui, elle, peut aussi connaître des restrictions qui vont s'appliquer. Parce que là, j'ai le cas où on n'a pas d'autre choix que de réduire sur tout ce qui est, entre guillemets, avantageux, superfétatoire, pour vraiment se concentrer, surtout quand on veut garder une masse salariale importante. On peut aussi décider de supprimer pour un temps définitivement certains avantages pour éviter aussi peut-être de licencier 5, 10 ou 15 personnes au sein d'une structure. Et j'ai bien aimé Madame Zig, effectivement, parce qu'on n'en parle pas. On a toujours l'impression qu'on est dans des grosses boîtes en Martinique ou aux Antilles ou en France, mais on a aussi des faits, des méfaits plutôt, qui se déroulent dans des toutes petites structures de 2, 3, 4 personnes. Et on pourrait croire que ce ne sont que dans les grosses structures qui se passe tout et n'importe quoi, mais je peux vous dire que parfois, ça se passe beaucoup mieux dans la grosse structure parce qu'elle est très organisée, alors que dans les petites structures, ça n'est pas nécessairement aussi protocolaire. Et donc, c'est là où on aura lieu à
et ça se rajoute aussi dans tout ce que mes collègues ont dit là, les propos calomnieux, les insultes, les menaces aussi, on en a évoqué, mais il y a aussi le fait, comme le refus pur et simple de communiquer avec un collègue qu'on voit, peut-être même qu'on est en bureau, dans le même bureau en open space avec lui tous les jours, et on ne lui parle pas. Mais il faut que vous compreniez que ce genre de comportement-là est aussi sous l'égide du harcèlement moral et peut être sanctionné. Et que ça vienne d'un collègue ou que ça vienne d'un manager supérieur, comme on oublie souvent qu'il y a aussi la clientèle, les prestataires, les partenaires qui peuvent aussi, donc vous pouvez, vous aussi, au sein de l'entreprise, être victime de harcèlement moral de par ces gens que vous voyez plus ou moins régulièrement en raison de votre travail et des échanges que vous devez avoir avec ces gens-là. Alors, pour répondre à la question de Chloé, il y a déjà 3 éléments caractérisant le harcèlement moral qu'il faut bien comprendre. Les 3 conditions sont la première, qu'il faut que ça soit des agissements répétés. Deuxièmement, il faut que ces agissements, intentionnels ou non, occasionnent nécessairement une dégradation des conditions de travail du salarié. Et troisièmement, cette fameuse dégradation des conditions de travail doit être susceptible de causer un dommage au salarié. Donc, vous avez bien compris que, pour rester sur cet exemple un peu trivial, vous retirez une voiture de fonction, il faut vraiment démontrer en quoi ça agit sur vos conditions de travail et quel dommage ça vous crée. Donc, en fait, vous avez un faisceau d'indices probants à avoir pour pouvoir dire qu'on a porté atteinte à vos droits et à votre dignité d'une part, et que ça crée peut-être une altération de votre santé physique ou mentale, ou soit que ça compromet votre avenir professionnel. Mais vous voyez bien que ces 3 conditions sont cumulatives ou non, mais qu'il faut aussi être en capacité de les démontrer. La preuve. La question de la preuve. Oui, mais ça, j'entends parfaitement. Mais, et je remercie Mme Chérie d'avoir rappelé encore une fois la définition et le triptyque de ce qui est attendu derrière le harcèlement moral. Mais les exemples que j'ai donnés sont souvent ajoutés, enfin, accolés à un constat médical. C'est-à-dire qu'on a un médecin traitant, un médecin du travail ou un psychiatre, un psychologue, enfin, quelqu'un qui va venir dire « Monsieur, Madame Tartampion souffre de syndrome anxio-dépressif ou est dans un cadre de souffrance au travail. » Enfin, les éléments là que j'ai donnés sont les éléments factuels, mais il y a aussi des éléments médicaux qui sont nécessaires, puisque c'est une attaque à la santé mentale, puisque c'est un harcèlement moral, du salarié qu'il faudra aussi ramener. Donc, c'est des éléments factuels, plus des éléments médicaux, plus la manière aussi dont le salarié ressent la situation et aussi le positionnement de l'employeur. C'est-à-dire que si on a un salarié qui est en souffrance, qui a prévenu l'employeur que rien ne s'est passé, ou voilà, dans une structure, dans une entreprise structurée où il y a des représentants du personnel, là aussi, ça permet, dans le cadre d'une procédure prud'homale, de démontrer la situation de harcèlement moral. Donc, ce n'est pas simplement le retrait de la voiture, mais le retrait de la voiture. J'ai dit exemple trivial, c'était vraiment pour argumenter. Vous avez parfaitement raison. J'entends parfaitement, mais c'est cet élément, plus le médical, plus autre chose, et des attestations aussi de collègues ou même de membres de la famille qui vont pouvoir attester, dire voilà, un tel a perdu du poids, est devenu a des idées noires, qui vont pouvoir définir à un instant T la situation de monsieur ou madame machin qui est victime de harcèlement moral. Donc c'est vrai que la preuve, ce n'est pas simple. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire que les personnes qui sont victimes sont accompagnées soit d'un avocat pour la partie judiciaire, d'un psychologue ou même de RH pour parfois la reconversion professionnelle. Avant de pouvoir penser au futur, il faut déjà mettre aussi des mots sur la situation qui est vécue au présent. Très bien, merci. Oui, il y a aussi en entreprise le référent harcèlement, du coup, depuis 2019 qui est mis en place dans le cadre du CSE aussi. Et c'est vrai qu'en entreprise, pour répondre à la question de tout à l'heure, il y a aussi des enquêtes qui sont menées par, du coup, à travers la RH, du coup, la direction, donc en tout cas la RH, pour pouvoir enquêter auprès des collègues, auprès peut-être des managers, des personnes avec qui ils travaillent. Parce que ça n'arrive pas comme ça. Et la fameuse preuve et tout ça, il y aura le côté médical, il y aura le côté médecine du travail, le côté psychiatre, etc. Et il y aura aussi le côté, toute l'enquête, et c'est long à mener l'enquête en entreprise pour pouvoir auditer toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont assisté
du coup, peut-être à des scènes où la personne s'est fait dénigrer en public, ou la personne était dans la boucle de mail où elle ne devait pas être, ou etc., etc. Donc, en entreprise aussi, il y a toute une enquête qui est menée avec ce fameux aussi référent harcèlement qui a été nommé depuis 2019. Et qui J'ai une question. Juste une précision aussi, c'est que les réseaux sociaux aussi sont des éléments pour pouvoir prouver une situation de harcèlement moral, parce qu'on pense que les réseaux sociaux, c'est hors de l'entreprise, mais il y a des décisions récentes qui permettent, voilà, les salariés ont amené des captures d'écran de conversation Facebook, même là, j'ai aussi encore l'exemple aussi en tête d'un dossier de capture d'écran de groupe WhatsApp, des informations d'échange qu'il y a de groupe WhatsApp de commerciaux, d'échanges qu'il y a sur ce groupe, qui peut être utilisé pour démontrer une situation de harcèlement. Donc, c'est vraiment mouvant. En tout cas, je vais parler avec beaucoup de passion parce que c'est une problématique qui est tellement prenante quand on est sur l'aspect judiciaire, on se dit, mais voilà, on est au combat et on va chercher à démontrer votre situation concrètement. Mais c'est là où justement, oui. C'est là où justement je disais aux gens, beaucoup de gens se disent « Ah, mais de toutes les façons, je n'ai pas d'éléments, donc je ne vais pas plus loin. » Mais en fait, c'est ça que je veux que vous compreniez. C'est que c'est pas que… On peut ne pas avoir de fait, on peut effectivement attester de son état de par des professionnels médicaux, paramédicaux, et en fait, il faut avoir un commencement de preuve pour pouvoir lancer une action. Mais ne baissez pas les bras en vous disant « Oui, mais je ne pourrai jamais prouver, mais personne ne va parler, mais personne ne va témoigner. » Par contre, Laïsa, j'ai une question pour toi. Et qu'est-ce qu'on fait quand c'est le DRH qui harcèle? Parce que c'est bien de faire mener l'enquête par le service RH, mais quand c'est le DRH lui-même ou la DRH elle-même qui harcèle le personnel, excuse-moi, beaucoup de gens sont confrontés aussi à cette situation dont on parle peu. C'est le service qui est censé m'aider qui me martyrise. Je fais comment? Je dirais même que c'est un représentant du personnel qui me martyrise. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, et celle-là, on la connaît aussi. On la connaît aussi depuis, et je vais vous dire très honnêtement, ce sont des nouvelles problématiques, des nouvelles formes de harcèlement qu'on ne connaissait pas nécessairement beaucoup avant. En tout cas, elles ne sont pas aussi médiatisées. Aujourd'hui, vous avez, comme dit Madame Zig, des représentants du personnel qui vont agresser des DRH, qui eux-mêmes se disent, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Parce que moi-même, je me retrouve harcelée parce qu'ils me demandent des moyens, ils me demandent peu importe, à tort ou à raison. Hein. Ils me demandent des axes. Mais moi qui ne suis, comme disait Laïsa, que simple salarié, je dépends aussi d'un directeur. Mais si le directeur ne veut pas lâcher un chèque pour pouvoir améliorer la qualité de vie, enfin, ou n'importe quel exemple, lui-même peut se retrouver en difficulté alors qu'il est censé être présent pour les autres, mais que c'est lui au final qui se fait taper dessus. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'il y a plein de situations, mais c'est pas parce qu'on… Enfin, ne vous jugez pas vous-même. C'est-à-dire, faites confiance aux gens, avocats, conseillers, coachs et systèmes médicaux et autres, mais il faut en parler. La première des choses, c'est d'en parler et surtout ne baissez pas les bras. On peut ne pas avoir les éléments, mais comme je dis, il faut, charité bien ordonnée commence par soi. Beaucoup de gens, moi, je l'ai déjà vu, hein, quand je leur demande, est-ce que vous avez noté, est-ce qu'il y a quelque part où c'est consigné, ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, tel jour, telle heure, tel endroit, dans telle situation, avec telle personne présente. Ah non, j'ai pas pensé. Ah non, mais j'ai ça dans la tête là. Mais je dis aux gens, mais vous savez, le juge ne peut pas juger avec ce qu'il y a dans votre tête là. Il a besoin d'éléments. Il faut comprendre que moi, les gens que j'accompagne, je leur dis, à l'instant où on raccroche, où on a fini le rendez-vous, dorénavant, vous avez un cahier, vous avez un endroit dans votre ordi, vous faites ce que vous voulez dans votre portable, mais il faut noter les éléments pour les conserver parce que peut-être que pour l'instant, vous êtes tellement chamboulé par ça que vous n'avez pas l'envie, la motivation, le courage de le faire, mais peut-être que dans 2-3 ans ou dans 2-3 mois, vous aurez peut-être d'autres collègues qui vont subir la même chose ou vous serez peut-être plus aguerri, vous serez enfin prête ou prêt, parce qu'il n'y a pas que les femmes, il y a tous les hommes aussi, à aller en fait affronter cette situation réellement dans le volet judiciaire et que là, vous aurez besoin des fameux éléments auxquels vous n'avez pas pensé. Donc, pensez en fait à consigner tous ces faits et comme je vous dis, en parler aussi, au moins ça vous permet d'avoir une trace mémorielle quelque part. D'accord. Rapidement, parce qu'on doit terminer le live, une question sur… Laïsa, vous avez un moment, je ne sais plus qui a parlé dans le live, il faut partir. Il faut partir, par exemple, quand une structure, une entreprise a déjà connu des faits d'harcèlement ou de grandes problématiques, ou bien faut-il partir aussi quand on est dans une structure où il y a beaucoup de turnover,
faut-il partir quand on a l'impression qu'il y a un problème? Doit-on partir ou persévérer ou je ne sais quoi? Mais en fait, pour ma part, en tout cas, ma situation personnelle, ça faisait quand j'ai émis du coup les difficultés que je rencontrais dans mon poste et que j'ai prévenu la direction, que je n'ai pas eu du coup de comment dire ça, de soutien en tout cas, et il n'y a pas eu d'actions qui ont été menées. Je me suis dit que j'allais de toutes les manières, parce que c'est une situation qui m'était propre. Mon équipe, en tout cas, je leur ai dit, voilà, je vis une situation compliquée, mais c'est mon histoire avec les personnes concernées. C'est pas votre histoire. Donc, premièrement, c'est du coup recentrer les choses, en tout cas. C'est-à-dire que si on est attaqué, nous, et qu'on manage, c'est pas le combat de l'équipe. Ça veut dire que pour moi, pour ma part, c'était un combat, entre guillemets, entre moi et les personnes qui n'ont pas fait les actions. Première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on se rencontre, on se pose plein de questions. On se dit que si on vit une situation où on a osé en parler et qu'on n'a pas eu de solution, quelle est la considération que l'entreprise a pour nous? Puisque du coup, on a fait remonter quelque chose dont on ne parlait pas à un certain moment et dont on a parlé parce qu'on ne s'est pas senti bien. Du moment où il n'y a pas d'action, où il n'y a rien, moi, j'ai continué à avancer pour mon équipe parce que, voilà, je me suis dit, j'ai des choses encore à faire et j'ai le boulot et je dois tenir. Jusqu'à ce que, on va dire, il y a eu la dernière goutte d'eau où, clairement, sur des faits non logiques et des choses qui sont complètement, on va dire, non justifiées, on me fait comprendre gentiment que potentiellement, j'avais plus ma place. Donc, ça veut dire que lorsqu'on arrive à ça, mais en fait, là, on prend la balle au bon, en tout cas pour ma part, c'est ce que j'ai fait, et j'ai dit, OK, très bien, je veux que la collaboration s'arrête. Et la collaboration s'est arrêtée. Parce qu'il y a aussi ce côté, on peut tenir pendant un certain moment, mais il y a toujours la petite goutte d'eau. Pour ma part, j'ai tenu longtemps, mais la petite goutte d'eau, c'était celle qui allait, du coup, on va dire qui mettait un point, on va dire, pour moi dans ma tête à la collaboration, parce qu'il n'y avait plus de respect, du coup, pour ma personne, il n'y avait plus de respect pour ce que j'avais pu faire pendant les années où je me suis investie. Il n'y avait plus, du coup, comment dire ça, mes valeurs n'étaient plus en phase avec, du coup, avec l'entreprise, etc., etc. Il y avait plein de... Ce point final, pour moi, il n'y avait pas de situation de retour. Et quand j'ai pris la balle au bon en disant « je veux que ça s'arrête », la personne en question m'a dit en mode « ah, c'est comme ça ». J'ai dit « oui, je veux que ça s'arrête ». Mais de toute manière, quel était de toute manière le positionnement à avoir quand on met quelqu'un enfin, quand on traite mal quelqu'un? Moi, j'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai dit « oui, je veux que ça s'arrête ». Et ça s'est arrêté très vite. Je pense qu'en 2 semaines max, j'étais du coup sortie physiquement et après, du coup, dans les effectifs après. Parce qu'il y a des situations qui peuvent être, qu'on peut garder en soi pendant longtemps, mais du moment où on se sent prêt, ça peut aller très vite. Parce qu'on dit, c'est ça, et pas autrement, stop. Et après, je me suis retrouvée à temps plein, du coup, sur mon cabinet, du coup, RH. Mais c'est pour montrer qu'on sent, on doit ressentir le moment. En tout cas, pour ma part, j'avais, comme on dit chez nous, le dos large. J'ai géré des choses très compliquées dans ma carrière. J'ai géré beaucoup de choses compliquées dans la crise sanitaire. J'ai aidé beaucoup d'équipes. Mais pour ma part, c'est vrai que ça m'a manqué de ne pas avoir de soutien en tant qu'RH par rapport à toutes les actions que j'ai pu mener. Et même des managers avaient du coup pitié, entre guillemets, de moi, parce que quand je dois appeler des équipes pour pouvoir gérer avec une laryngite où on n'a pas de voix, ils me disent « je vais t'expliquer la situation, ne parle pas ». On reste un mois parce qu'on doit faire son travail. Et quand le médecin nous dit « quel est votre métier ?» et du coup, on dit RH et que le médecin dit « c'est bon, vous pouvez travailler », alors qu'on a une laryngite et que les cordes vocales sont toute la journée, du coup, sont dedans, il y a aussi ça. Ça veut dire que derrière, on force des choses, on fait le job. Et derrière, on a heureusement, et c'est ce que j'ai dit à une personne de la direction quand elle s'est excusée, entre guillemets, quand on a fait un point sur mon départ de la situation, je lui ai dit que j'acceptais, en tout cas,
en fait, elle disait comme si les excuses étaient au nom de l'entreprise. J'ai dit, je ne peux pas accepter les excuses au nom de l'entreprise parce que ça voudrait dire que tout le monde dans l'entreprise a été mauvais. Tout le monde dans l'entreprise a eu des agissements qui n'étaient pas bons envers moi, ce qui n'est pas le cas. Donc, je dirais, je n'accepte pas les excuses. J'attendais des excuses de certaines personnes en particulier vis-à-vis des choses qu'ils ont pu faire, on va dire, vis-à-vis de moi. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais on sent les choses, on sent le moment où on n'accepte plus des choses parce qu'on ne se sent plus en phase avec, du coup, l'entreprise et on décide, et en effet, la reconversion ou en tout cas, changer de boulot peut être une solution. D'accord. Chloé, est-ce que tu as des questions? Il y a des questions. Alors, il y a Kamal, par exemple, qui disait « Aujourd'hui, le harcèlement est presque une entreprise. On a l'impression que les chefs se forment à savoir comment harceler sans se faire prendre. Est-ce que vous pensez que c'est le cas sans dépasser la ligne rouge ?» C'est ça un peu où on se demande, mais ça, c'est au niveau, si on porte plainte, déjà, il faut porter plainte et après, il faut caractériser l'harcèlement. Il y a Seken qui dit « C'est difficile de prendre la décision de partir. La peur d'avoir aucun revenu va sûrement empêcher de s'en aller. » C'est quand même vrai. C'est vrai. Oui, on part pour aller où? Voilà. Mais il y a différentes portes de sortie. Il y a différentes portes de sortie. Ça dépend si on sort de sa propre initiative ou on est avec une rupture conventionnelle ou on fait une prise d'acte ou on sort par la voie du licenciement. Dans la problématique du harcèlement, c'est un peu le cas topique, la personne se met en arrêt maladie et on va la sortir au bout d'un certain temps via une inaptitude, puisque le médecin du travail va la déclarer inapte, ou peut-être moins souvent, mais qui existe aussi, la résiliation judiciaire. Donc, il y a des portes de sortie, mais il faut avoir aussi, et Laïsa l'a dit, il faut avoir le dos et le mental. Même si on est accompagné par un avocat, on est accompagné par des spécialistes, mais il faut avoir les épaules pour se dire qu'on va peut-être partir, mais c'est peut-être pas terminé. Voilà, pour pouvoir sortir, parce que si on sort sans argent en plus, on sort, on a l'impression qu'on a tout perdu. Donc, une démission, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Pas de démission, il faut réfléchir. Chloé, une question. On a 5 minutes de live et après, on stoppe parce qu'il y a un autre live. 5 minutes, Chloé, est-ce que tu as une question? Est-ce que tu aimerais dire? Quel est le bilan de nos échanges? Tu en penses quoi de tout ça, le harcèlement au travail, par rapport à ce que les invités ont pu exposer? Est-ce que je peux rajouter quelque chose avant que Chloé fasse sa conclusion? Bien sûr, je vais juste 5 minutes de live. Je vais juste quitter le live parce que je dois préparer le prochain, donc je vais vous dire au revoir. Très bien, pas de problème. Parce que par rapport aux deux questions là, des participants, il faut rappeler aussi vous avez la possibilité, en attendant de vraiment vous positionner, de demander une protection en tant que salarié par rapport aux agissements dont vous êtes victime ou dont vous êtes témoin, pour vous-même ne pas souffrir. Ça, il faut quand même le dire, parce que beaucoup de gens soit n'osent pas dénoncer, ou soit ne disent pas qu'ils ont assisté, donc ils sont témoins en fait dans la circonstance aggravante où la personne est victime, et se disent mais non, mais moi je ne vais pas dire que j'ai vu ça, parce qu'après peut-être qu'on va s'en prendre à moi, etc. Mais il faut que les gens comprennent aussi que c'est peut-être grâce à vous que l'autre va s'en sortir, mais n'oubliez pas que vous aussi vous vous retrouvez demain matin dans la même situation. En fait, on a l'impression que c'est toujours, pour reprendre une expression bien antillaise, vaut mieux c'est lui passer c'est moi, mais il faut rappeler que demain matin, l'harceleur peut devenir harcelé. Le fameux triangle de Cartman, il a aussi sa place. Donc, en fait, vous avez intérêt à être dans la bienveillance, parce que ce qui peut servir à l'un demain peut vous servir aussi à vous. Et donc, il faut comprendre quoi? Que la loi protège les victimes de harcèlement moral, les personnes qui témoignent aussi en leur faveur, et ça, toute personne peut demander une protection fonctionnelle, en plus si on est dans le droit public, mais il faut aussi que vous sachiez que si jamais vous sentez que vous êtes victime de sanctions, de rupture de contrat, de mesures discriminatoires à l'encontre, parce que vous avez soit témoigné en faveur de quelqu'un, ou soit que vous êtes victime qui ose dénoncer les faits, même si vous êtes licencié, vous pouvez toujours agir pour demander des dommages et intérêts ou une réintégration dans votre poste. Et c'est vrai madame l'avocate n'a pas fini, mais quand on sent qu'on est coincé, un peu comme Laïsa, en interne, il y a encore aussi des relais externes dont on ne parle pas. Et en fait, je crois que la première question de Chloé est celle-ci. Les gens sont pour moi pas assez informés d'une certaine manière sur leurs droits et leurs obligations.
et perdent même leurs devoirs. Mais il faut savoir que vous avez le médiateur de l'entreprise qui peut être saisi quand il y a des faits, des méfaits au sein d'une entreprise. Vous avez aussi l'inspecteur du travail dont on ne parle pas, mais qui est là aussi pour écouter, analyser les situations, conseiller les personnes et aussi caractériser les infractions relevées et transmettre au procureur de la République pour déclencher une action. Ça aussi, on n'en parle pas, mais ça existe. Et puis pour finir, bien sûr, il y a les organisations syndicales représentatives, mais il y a surtout la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et l'égalité, qui peut être saisie par courrier pour dénoncer toute situation discriminante au sein d'une structure. Ça, il faut que les gens le sachent. Très bien. Merci. Merci Cindy, chérie. Merci Maître Zig. Merci Laïsa Marie. Avez-vous quelque chose à rajouter rapidement? 1 minute. En tout cas, merci à vous. Merci à ceux qui ont pris le temps de participer à cet échange, de poser vos questions. Pour ceux qui verront cette émission en replay, n'hésitez pas à nous faire un coucou, à passer et à nous dire, à partager vos expériences, vos retours, si vous avez senti qu'il y a eu des informations ou vous en avez d'autres, vous avez rencontré un certain type de problème. Vos actualités, rapidement, Laïsa Marie. Des actualités en cours? Mes actualités en cours, c'est que j'ai déjà fait pas mal de podcasts pour parler de la performance RH, le retour au pays. Il y en a d'autres qui vont sortir avec On réinvente le monde. Mes actualités, c'est que je vais bientôt faire pas mal de conférences aux Antilles très prochainement. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur ma page LinkedIn et ma page Instagram, Laïsa Marie Consulting. Et puis après, voilà, j'accompagne toujours les personnes qui ont besoin de conseils pour justement changer de carrière, des fois qui sont perdus ou qui sont dans une situation compliquée au travail et des entreprises aussi qui recherchent des talents. Très bien, Maître Zig. Actualité. J'allais dire actualité judiciaire, voilà, actualité judiciaire et juridique. Donc, je ne suis pas aussi prolifique que Mademoiselle Marie, mais voilà, c'est le Conseil de prud'homme de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre, la Cour d'appel de Basse-Terre pour accompagner employeurs et salariés dans leurs problématiques de droit du travail et le droit de l'entreprise de manière plus globale. Merci. Cindy, chérie, vos actualités. Alors, d'abord, il y a le livre qui va vous donner aussi des conseils sur la santé intégrative. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autodiagnostics, de tests pour savoir si vous êtes en syndrome dépressif, anxieux, si vous subissez le burn-out. Vous pouvez aussi, alors demain, pareil, nouvelle chronique où je parlerai justement sur Martinique Première demain à 20h, Martinique Première Radio. Ma chronique et le sujet de demain sera comment faire face à la crise et donner bien sûr des clés aux gens pour pouvoir surmonter les difficultés actuelles, bien sûr dans le monde du travail parce que c'est mon dada, mais aussi dans la vie privée. Et puis il y a d'autres événements qui arrivent les 28 et 29 avril entre autres. Je suis régulièrement sur toutes les radios et les chaînes, donc il y a des thématiques intéressantes qui vont arriver concernant le monde du travail, le management, le bien-être. Et puis, vous avez un bel événement que je vous prépare, je ne vous dis pas encore. Vous aurez bientôt les événements du 28 et 29 avril qui concerneront les Antilles autour justement du travail, de la protection des salariés, des chefs d'entreprise par rapport à tout ce que nous vivons actuellement. Super, merci. Merci, mesdames, pour ce moment. Franchement, j'avais plein d'autres questions, mais voilà, on a parlé, on a échangé et on doit couper. Alors, je rappelle que je reçois le député européen RN tout de suite. Donc, on enchaîne, pas le temps voilà, on est au travail, là, on rentre dans la politique. On enchaîne sur Clamaria TV, mais c'est ce qui est bien, c'est ce que nous avons besoin, c'est ce que j'aime. Donc, merci à ceux qui ont participé au live. Merci. N'hésitez pas à nous faire des retours, à nous dire si vous voulez ce type de sujet, quels sont les sujets que vous voulez. N'hésitez pas à nous suivre. Instagram, Twitter, on est partout. Donc, n'hésitez pas. Je remercie Chloé aussi. Je remercie Hors Community. Je vous remercie. Et puis, on enchaîne avec le député Jean-Lin Lacapelle et Jérôme Arbour pour échanger, pour parler un peu Europe, Guyane. On sera en direct de la Guyane. Merci, mesdames. Je vous dis à bientôt et bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Merci. Bye.